Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien aujourd'hui, c'est avec Philippe Chalmin, économiste et auteur du rapport Cyclope, dont la 38e édition vient de sortir. Vous l'avez avec vous, ce nouveau rapport Cyclope. Philippe Chalmin, bonjour, merci d'être avec nous. L'an dernier, c'était les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui étaient sur la couverture. Cette année, le sous-titre, c'est « Attendre et espérer ». Est-ce que vous y voyez un peu d'optimisme ou je me méprends complètement ? Ça n'est pas franchement totalement optimiste. Alors pour la petite histoire, attendre et espérer, c'est la dernière phrase du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Lorsqu'Edmond Dantès s'en va, il laisse ce petit mot à ses amis, attendre et espérer. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, la situation géopolitique ne s'est pas améliorée, c'est le moins que l'on puisse dire, et rarement un rapport Cyclope, puisque nous couvrons l'ensemble des marchés des matières premières, rarement, pratiquement pour tous les produits, aurons-nous cette dimension géopolitique, alors que ce soit, et d'ailleurs, l'actualité de ce matin en est tout à fait l'exemple. Avec la Nouvelle-Calédonie, le nickel, ouais. Les tensions entre la Chine et les États-Unis à propos des taxes sur les véhicules électriques. Mais on aurait pu rajouter les panneaux solaires, on aurait pu rajouter les batteries, et bien entendu, ceci se traduisant par les tensions sur le marché du cuivre, avec la fermeture, votre journaliste le rappelait, la fermeture d'une mine au Panama, pour des raisons politiques. Donc on a à la fois la géopolitique mondiale, on a les politiques, nous avons 3 grandes, sur 2024, on a 3 grandes inconnues, l'Ukraine, Israël-Gaza et le 5 novembre. Le 5 novembre. Le 5 novembre, cette année, que se passe-t-il ? Les élections américaines. Mais pardon, bien sûr, mais bien sûr. Les élections américaines, je peux déjà vous dire que Cyclope 2025, je ne sais même pas si on le publiera peut-être un peu en décalé. Ah oui. Si jamais M. Trump était élu, il faudrait peut-être laisser quelques semaines pour voir ce qu'il en serait. Nul ne le sait. Donc on a ces inconnus géopolitiques et les marchés qui sont d'une extraordinaire instabilité, ils sont en permanence le thermomètre, et je dirais même plutôt le baromètre, avec capacité d'anticipation, le baromètre de toutes ces tensions de la planète. Mais pourtant, Philippe Chalmin, il y a quand même des bulles qui ont éclaté, des prix de l'énergie qui ont baissé, les tensions sur le pétrole, le cours est quasiment stable. Il y a quand même des raisons de voir que ça se calme. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on voit effectivement en 2023, un certain nombre de bulles ont éclaté. Le prix du blé, par exemple, le prix du fret sur les conteneurs, le gaz, l'électricité. D'autres bulles se sont créées. Je ne vous parle pas de l'or, qui est une catégorie à part. Et beaucoup d'intrants, regardez quand ce qui même, s'est pour passé sur le cacao, sur le café. Alors c'est moins important. C'est vrai que la scène énergétique est d'une sorte de calme. Vous voyez ce tableau de Caspar Friedrich sur la couverture, où l'on voit le voyageur qui regarde une mer de nuages. On est un peu comme cela sur les marchés de l'énergie. On sait bien que sous les nuages, il peut y avoir des tensions. Mais pour l'instant, on attend. On attend. Personne n'imagine, par exemple, que les tensions avec l'Iran amèneraient au blocage du détroit d'Ormuz. Néanmoins, ça commence à être un petit peu dans la légère hausse des prix du gaz. Pour le pétrole, on est plutôt en surcapacité, les pays de l'OPEP+ font ce qu'ils peuvent et ils maintiennent le prix, vous avez tout à fait raison, à une relative stabilité. Non, la vraie tension, et ça, vous venez d'en parler un petit peu, c'est probablement sur ce que j'appelle, moi, la matière première stratégique du XXIe siècle, parce qu'elle est au cœur de la transition énergétique, et pour l'instant, elle est totalement incontournable, insubstituable, c'est le cuivre. Et donc sur le cuivre, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Ah écoutez, pour une fois, là, je pense qu'on peut presque faire des prévisions, je ne dirais pas certaines, il y a toujours un aléa, mais quasi certaines. Nous savons qu'aujourd'hui, la production mondiale de cuivre a tendance à stagner, dans la mesure où, en fait, monter un projet de cuivre, une mine de cuivre, c'est aller 10 milliards de dollars, qui va être productif dans une dizaine d'années, avec tous les ennuis environnementaux et politiques que vous
pouvez avoir. La preuve d'ailleurs, nous avons aujourd'hui une énorme tentative d'OPA, de BHP sur Anglo. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est pas les actifs en Afrique du Sud, c'est les mines de cuivre au Chili et au Pérou. Donc on sait que pratiquement la production mondiale de cuivre va être relativement stagnante. Le recyclage pourra augmenter, mais ça prend beaucoup de temps aussi. Et en face, qui dit transition énergétique, dit électricité, dit besoin de cuivre. La voiture électrique avec laquelle vous êtes arrivé ce matin chez BFM, je n'en doute pas, eh bien, elle contient 75 ou 80 kilos de cuivre, là où la voiture thermique n'en contient que 25 kilos. Mais ça veut dire qu'on ne pourrait ne pas y arriver à cette transition verte parce qu'on manque de matériaux pour des raisons qui sont parfois politiques, même principalement politiques. Non, mais il faudra nous apprendre aussi à peut-être un peu plus de sobriété. L'énorme voiture électrique dans laquelle vous êtes arrivé, peut-être pourrez-vous arriver dans une plus petite voiture où il y aura moins de cuivre. Les Chinois arrivent avec des véhicules énormes sur le marché. Oui, mais les Chinois, ils représentent, ils font partie du problème. Les Chinois font partie, à la limite un petit peu, des pillards de la planète. Et soyons honnêtes, le modèle chinois n'est pas un modèle tout à fait respectable. C'est admirable de développer la production de véhicules électriques, de développer l'utilisation de véhicules électriques en Chine. Mais enfin quand même, la Chine, l'électricité en Chine, elle est à 60% d'origine charbon. Et aujourd'hui, un des problèmes majeurs, il reste qu'en 2023, la consommation mondiale de charbon a battu son record, tout comme la consommation mondiale de pétrole. Il ne faut pas se voiler la face, la transition énergétique, elle prendra du temps, mais le cuivre, beaucoup plus que le lithium, on parle beaucoup du lithium, du cobalt, etc. Le cuivre, lui, il est incontournable et en l'état actuel et même futur, non substituable. Vous me parliez du nickel tout à l'heure et de la Nouvelle-Calédonie. Là, ce matin, le bilan est de 3 morts sur la nuit qui vient de se passer avec les émeutes en cours. Vous me disiez, le nickel, c'est une partie du problème. C'est aussi une malédiction pour ce pays. Absolument. Il y a une vieille règle que l'on retrouve malheureusement et qui explique que les matières premières soient vraiment une caisson de résonance de tous les problèmes géopolitiques. Une vieille règle historique, c'est la malédiction des matières premières. On se dit que des pays détenteurs de matières premières vont être des pays heureux. Et en général, c'est le contraire. Regardez ce que le pétrole a fait au Venezuela, en Algérie. Regardez ce que les métaux ont fait en République démocratique du Congo. Et même dans un pays raisonnable comme la France, au moins dans sa partie calédonienne, le nickel, c'est la malédiction pour la Nouvelle-Calédonie. Parce que ça rend fou de penser à son potentiel de croissance pour un territoire comme celui-ci. Simplement parce que le nickel est devenu un objet politique chez les indépendantistes, chez les loyalistes, etc. Et donc, même quand vous regardez la géographie des 3 usines de nickel, il y en a une chez les indépendantistes, une gouvernementale et une plutôt loyaliste. Malheureusement, la doctrine nickel qui disait « nous n'allons plus exporter notre minerai, nous allons le transformer, etc. » C'est un échec avec le développement de l'Indonésie, largement soutenu par la Chine. Il n'est pas rentable. Et aujourd'hui, le nickel, la minerai de nickel et l'exportation de minerai de nickel, ça a pleinement du sens. La métallurgie du nickel, elle est problématique. Et de toute manière, il faudrait enfin arriver à imaginer que la Nouvelle-Calédonie pense son développement sans le nickel. Et ça, ce sera extraordinairement difficile. Soyons honnêtes, aujourd'hui, vous n'imaginez pas quelque investisseur. L'usine du Nord est à vendre. Quel est l'investisseur suffisamment maso qui va aller investir aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? Malheureusement pour eux, j'ai peur qu'il n'y en ait pas. Il nous reste 2 minutes pour parler des matières premières agricoles. Vous le disiez, sur le blé, ça a énormément baissé, rien à voir avec ce qu'on a connu au début de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a aussi une normalisation, là aussi? Attendre, espérer? Alors là, c'est peut-être là où les choses sont peut-être un peu plus positives. C'est vrai que la phase El Niño, ce grand changement, ce mouvement climatique qui ressort tous les 5 à 7 ans, celui-là, il est à peu près terminé. Les productions agricoles mondiales devraient atteindre des niveaux records cette année. C'est vrai que pendant la guerre,
la mer Noire continue à sortir. L'Ukraine va probablement sortir cette année à peu près le tonnage de céréales qu'elle aurait pu sortir avant la guerre. La Russie bat tous les records. Dans un autre domaine, avec les élections en Inde, eh bien l'Inde, qui est le premier exportateur mondial de riz, va probablement lever, une fois maudit réélu, elle lèvera son embargo à l'exportation de riz. Donc, de ce point de vue-là, la situation est probablement un peu plus favorable. Les seules danseuses, entre guillemets, pour le moment, c'est notre petit déjeuner qui le reste. La tasse de chocolat que vous allez prendre ce matin, votre café Robusta, le sucre un petit peu aussi, et puis quelques tensions qu'il faut toujours mentionner sur le jus d'orange, sur l'huile d'olive, avec tous les petits insectes qui sont remontés, et puis la sécheresse en Espagne. Le prix de l'huile d'olive a été multiplié par 4. Il se passe toujours quelque chose sur les marchés de matières premières, mais ce qui est passionnant, c'est que derrière, il faut comprendre ce qui se passe. Et au fond, c'est une lecture passionnante du monde. Vous êtes toujours aussi passionné, Philippe Chalmin. Absolument. En tout cas, passionné et passionnant. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Chalmin, auteur du rapport Cyclope, le 38e qui est sorti juste hier.